L'invité de ce Smart Impact, c'est Frédéric Soyer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Soyer Frais, entreprise familiale fondée En 1832. 1832. Je trouve ça fascinant. Quel était le métier d'origine? Alors, l'entreprise, à l'origine, son métier, c'était de travailler des plumes. Ouais. On était à l'époque en région parisienne, à Saint-Maur, et notre métier consistait à laver, à teindre et à trier des plumes et à les commercialiser dans différents métiers. Auprès de la mode, de la brosserie, de la literie, des parures, du sport. D'accord. Et en bientôt 2 siècles, parce que 1832, ça a évidemment beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous faites quoi? Alors, en 2 siècles, on a fait plusieurs choses et maintenant, on est devenu l'acteur principal de fabrication de paille en Europe. D'accord. En Voilà. étant basé... À Donzy, dans la Nièvre. C'est un petit village, Donzy? C'est un petit village, Donzy. Combien d'habitants? Il y a à peu près 800 personnes. Ouais, Il y a à 800 peu près habitants. 800 habitants. Comment on est un leader de la paille, qui est quand même, on pourrait imaginer effectivement que ce soit bloqué ou pris par d'autres qu'une entreprise familiale qui a bientôt 2 siècles et qui est basée dans la Nièvre? Oui, parfaitement raison. C'est typiquement le marché chinois par excellence. On peut s'imaginer que ce soit des pays dans lesquels la main-d'œuvre a peu de valeur, dans lesquels ces produits sans valeur ajoutée ou a priori sans valeur ajoutée pourraient parfaitement prendre leur sens. Et donc nous, notre spécificité, c'est d'avoir réussi à développer un outil technique, des machines qui ne sont connues que de nous, que par nous, qui nous a permis de développer un savoir-faire spécifique et de fabriquer plusieurs milliards de pailles pendant des dizaines d'années pour tout le marché européen, tant de la boisson, des jus de fruits, du lait, que des bars, hôtels, restaurants. Votre métier, c'était le plastique pendant très longtemps. Notre métier, effectivement, ça a été le plastique. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a acheté du plastique. Quand est-ce que ça bascule? Quand est-ce que la réglementation vous oblige à repenser finalement les lignes de production? Alors, tout change, nous, en 2021, où les pailles en plastique sont interdites à l'échelle européenne. Et donc, on a eu 2 ans, 1 an et demi, pour ou disparaître ou s'adapter. Donc, ça a été un challenge énorme pour nous, de devoir tout repenser, tout réapprendre, en partant vraiment d'une page blanche. Oui, parce que, alors déjà, il faut changer de matière première. Exactement. C'est au papier, j'imagine, c'est ça? Tout à fait. Donc, il faut trouver de nouveaux fournisseurs qui ne savent pas du tout les mêmes que vous fabriquer ce produit. Tout est naissant, tout est nouveau. C'est un petit peu... c'est totalement déstabilisant, clairement. Mais vous disiez que ce qui vous permettait d'être leader, c'était finalement les procédés, quoi, les machines. Les machines que vous utilisiez pour faire des pailles en plastique, ce sont les mêmes que celles que vous utilisez? Non, pas du tout. Non, hélas, non. Oui, bien sûr, c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est qu'on a dû réinvestir massivement pour pouvoir acquérir des machines qui faisaient désormais des tubes, qui font désormais des tubes en papier. Et donc... Quel montant d'investissement? On a investi pour des pailles 8 millions d'euros. Ça vient d'où? C'est-à-dire, vous avez été aidé, c'est complètement l'entreprise qui finance? On a eu des aides, mais 800 000 euros, c'est déjà pas négligeable. Oui, ça fait 10%. Ça fait 10%, mais bon, voilà. Et tout le reste a été évidemment financé par emprunt bancaire et on a été soutenu fortement par nos partenaires bancaires. Alors, il y a le défi de financement et puis il y a le défi technologique. Absolument. Comment vous répondez à ce défi technologique? En travaillant, j'ai envie de vous dire, on n'a pas beaucoup d'autres solutions que ça. On part d'une page blanche et c'est où on s'en sort, où on disparaît. Donc on est devant un mur, c'est très brutal, très soudain, et on réapprend, on découvre cette matière nouvelle qu'est le papier, qui est capricieux, qui est sensible à l'humidité, à la chaleur, chose que n'était pas du tout le polypropylène. Et donc nos équipes, heureusement on a une forte équipe technique qui a un goût d'autonomie, d'indépendance, d'innovation, etc., qui sait se réinventer, qui cherche des procédés, des techniques en association avec nos fournisseurs, tant machines que matières, pour pouvoir développer des solutions qui nous permettent de pouvoir répondre à ce challenge. Aujourd'hui, vous ne faites que du papier ou alors il y a encore des produits que vous faites en plastique? On fait encore un tout petit peu de plastique. On a une niche dans notre... mais enfin, pour vous y avoir une ordre d'idée, le choc est de l'ordre de... Il y a à peu près 5 ans, on a acheté 2200 tonnes de polypropylène. L'année dernière, on en a acheté, je pense, 150, 180 tonnes. Donc voilà. C'est comme si on vous disait, dans 1 an et demi, vous allez devoir faire tous vos interviews en chinois et toute votre équipe technique devra travailler avec des appareils sur lesquels... Ils n'avaient jamais travaillé. Voilà, en tous les cas, avec une langue qui n'est pas la leur. Et ça, c'est profondément déstabilisant, vraiment.
C'est un vrai choc. Et vous avez pu garder la position qui était la vôtre sur le marché? Alors, on a, hélas, pas pu conserver la position qu'on avait, puisqu'on a ouvert les portes et l'Europe n'était pas prête. En fait, le choc a été trop brutal. Et donc, forcément, on a ouvert les portes à une grande concurrence asiatique qui a eu pour conséquence de délivrer de façon... Parce qu'il fallait livrer vite, donc il n'y avait pas d'autre choix. Nos clients étaient, pour beaucoup, contraints par les délais. On était tous balbutiants au même stade en Europe. Et donc, ça a été une porte ouverte, un appel d'air incroyable pour une concurrence asiatique qui souvent était pas de très bonne qualité. Et donc, a un petit peu... jeter un peu l'opprobre sur ce produit, in fine, paille-papier, pour chercher aujourd'hui d'autres matériaux qui puissent y répondre. Vos clients, justement, est-ce que... Parce qu'eux aussi, ils ont été confrontés à ce défi. Ils vous sont restés fidèles? Quel rôle ils ont joué dans cette bascule? Alors, très honnêtement, on a eu la chance, et on a la chance d'avoir, pour un certain nombre d'entre eux, un a fait défaut, c'est vrai, mais un certain nombre d'entre eux, un des grands leaders, le leader de la restauration... McDonald's, on peut McDonald's, citons-le évidemment, parce qu'il le mérite, qui est notre client depuis 50 ans. Donc on travaille avec eux depuis toujours, ils sont très sensibles à notre histoire, ou aux histoires comme les nôtres, de petites PME, familiales, provinciales, ancrées dans le territoire. Et donc McDonald's a été un grand soutien pour nous dans toute cette aventure. Et d'autres clients dans toute l'industrie du jus de fruits et du lait, Candia, pour ne pas les nommer aussi, bien sûr, avec lesquels on a eu des moments très compliqués, parce que la bascule arrivant, il fallait qu'on soit prêt. Donc, une sorte de compte à rebours. Ah, mais complètement, ça a été très touchy. Donc voilà, nos clients nous ont soutenus, nous ont accompagnés, heureusement qu'ils sont là, bien sûr. Il y a 2 ans, vous avez rajouté à ce défi le fait de fabriquer aussi des pots en carton. Alors là, c'est vous qui prenez la décision, ou c'est encore une évolution réglementaire qui vous y pousse? Non, là, c'est moi qui prends cette décision. Je reprends l'entreprise familiale il y a 5 ans, à la disparition de mon père. Et donc, on est dans un défi qui est quand même très complexe. Et je m'interroge sur le risque que comporte de devoir dépendre d'un seul produit, à savoir les pailles. Et donc, je profite de cette opportunité, opportunité ou contrainte plus exactement, que de devoir se réinventer dans l'univers du papier, en me disant, on va acquérir une certaine forme de compétence dans cet univers-là. Il est promis à un avenir évident et certain dans tout cet univers-là. Essayons de développer un univers connexe qui soit cohérent par rapport à notre métier d'origine. Et donc, c'est là où je décide de fonder Cellulose et Packaging avec mon associé Alexis, qui était auparavant le patron des achats d'un des grands acteurs laitiers français, et qui se retrouvait confronté à la difficulté de pouvoir lui-même sourcer pour son compte des pots de yaourt en carton. En carton et polyéthylène, soyons Il y a un peu des deux. Précis, forcément. On n'a pas le choix. Oui, parce que c'est de l'aliment, quoi. Absolument, parce que on n'est pas dans un gobelet qui va vous permettre de boire un café ou un coca. Là, vous avez un pot en carton qui va préserver pendant plusieurs mois pour certains produits, pour des fromages frais. Et donc, on décide avec Alexis de se lancer dans cette nouvelle aventure, fort de l'expertise qu'on avait pu acquérir dans la partie paille-papier, se dire, c'est proche, c'est des univers qui sont connexes, on a des clients des deux côtés, on sera légitime dans cet univers-là. Et donc, on démarre depuis 2 ans, Cellulose et Packaging, dans notre usine de Donzy. L'idée, c'est vraiment pour nous de rester dans notre village, des Gaulois réfractaires, pourquoi volontiers, sur ce point, vraiment. C'est un vrai challenge, c'est vraiment difficile, mais de pouvoir démarrer notre activité là-bas. Avec justement, puisque vous abordez cette question, l'enjeu que ça représente en termes d'emploi, en termes même d'attractivité territoriale pour une région comme Donzy, c'est essentiel. Nièvre, etc. C'est décisif, c'est très important à ce titre-là, dans cette dimension effectivement humaine. Mais plus que ça, j'ai envie de vous dire, il y a une dimension évidemment familiale. C'est une entreprise familiale qui a presque 200 ans. Mais j'ai des gens, on a des collaborateurs, des collaboratrices dans l'usine
qui nous sont fidèles depuis très longtemps. Oui. Et peut-être dont les parents étaient déjà, bien sûr, dans évidemment. l'entreprise, quoi. Ouais. Voilà, vous voyez, demain, on fait un petit pot de rentrée, on sera tous réunis. Demain, jour pour jour, on fêtera les 43 années de maison d'une de nos collaboratrices. Oui. 43 ans, enfin, je veux dire. Et j'ai plusieurs cas de ce type, de collaborateurs ou de collaboratrices qui nous ont quittés après autant d'années. Donc il y a une dimension humaine énorme. C'est impossible de se dire on baisse les bras, on renonce, tant pis, les règles ont changé, on laisse. Enfin, pour moi, c'était vraiment un crève-cœur. Et alors, on va terminer là-dessus. Vous réussissez à rester compétitif, à rester rentable dans un contexte qui a manifestement changé, on l'a compris. Hein. Alors, on progresse tout le temps, évidemment, mais quand vous repartez de zéro, effectivement, les premières années sont extrêmement difficiles. Mais oui, de plus en plus, on arrive à retrouver une forme de rentabilité parce que on a ce goût de l'innovation, de la technicité qui nous permet de faire des optimisations, des automatisations sans lesquelles on pourra pas lutter. Et puis, il faut innover. Et donc, on continue d'innover et de préparer de nouveaux produits, de nouvelles solutions qui, demain, s'imposeront comme étant des vraies alternatives. Merci beaucoup, Frédéric Soyer. On a hâte de fêter les 2 siècles de Soyer frères. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. On va parler du secteur du textile, comment le sortir de ses difficultés, notamment grâce à l'innovation managériale.